Bienvenue, bienvenue. Alors, c'est dans le cadre de ce projet de relancer de la formation en analyse bioénergétique et aussi d'offrir à des praticiens, des thérapeutes déjà formés, des médecins, des psychologues, des assistants sociaux, des praticiens d'aide de toutes sortes, d'offrir l'occasion de connaître nos outils et de intégrer certaines données de l'approche psychocorporelle de l'analyse bioénergétique, mais que l'analyse bioénergétique partage avec à peu près toutes les approches psychocorporelles. Et donc, c'est dans ce cadre-là que nous offrons des webinaires pour faire connaître et pour faire comprendre aussi l'importance non seulement de tenir compte du corps dans la façon dont on travaille, mais éventuellement de lui donner une place active dans un traitement éventuel. Voilà. Alors aujourd'hui, le thème est l'enracinement. Alors, l'enracinement dans notre culture occidentale est un concept qui est relativement neuf, alors que dans la culture orientale, c'est un concept qui est connu et travaillé depuis bien longtemps avant nous. Alors, il est arrivé dans le monde de la psychothérapie, en tous les cas, par l'analyse bioénergétique. Donc, c'est Alexander Lowen, le premier qui a amené cette notion et en a fait presque la clé de voûte de son approche psychothérapeutique. Ce n'est donc pas un détail de l'histoire, c'est vraiment un élément fondamental qui est travaillé et qui est considéré comme crucial pour l'équilibre psychocorporel et pour aussi le travail émotionnel thérapeutique. Alors, Lowen, il faut savoir qu'il est arrivé à la psychothérapie corporelle en étant un élève de Reich, et je ne sais pas si vous avez déjà, dans le passé déjà, toutes les formes de psychothérapie, la psychanalyse se fait allonger. Wilhelm Reich travaillait de façon psychocorporelle, mais toujours allongée. Et de nos jours, on va dire, il y a beaucoup moins de psychothérapies qui se font allonger. On en voit beaucoup qui se font assises. Mais je crois que l'analyse bioénergétique est une des rares qui donne une grande importance et qui inclut du travail thérapeutique debout, debout sur ses jambes. Et si on réfléchit un peu à la question des jambes et d'être debout, c'est bien une spécificité, on va dire, de l'être humain par rapport aux autres espèces vivantes qui nous entourent, et bien de se mouvoir sur deux jambes et pas sur quatre pattes comme certains animaux, et beaucoup d'animaux d'ailleurs. D'autres ont deux pattes, les oiseaux, mais bon, ils ont des ailes pour voler et ils ne bougent pas. Les pattes ne leur servent pas vraiment comme nous, hein. C'est vraiment notre moyen de locomotion autonome, c'est les jambes. Et exclure, on va dire, cette réalité, même dans le cadre lui-même du travail thérapeutique, ben, déjà prive certainement d'un tas d'informations et met une partie de la réalité psychocorporelle et humaine de la personne un peu de côté. Et donc, en fait, après avoir fait une psychothérapie chez Wilhelm Reich, donc allongée à toutes les séances, l'OM ne décrit pas exactement comment il est arrivé, mais il a déclaré ceci, que vous allez voir sur l'image, que je ne vois pas en entier. J'éprouvais le besoin d'être davantage dans mes jambes, et je partis donc de la position debout
plutôt qu'au lieu de la position allongée préconisée par Wilhelm Reich. Donc, il a l'air d'avoir donc après sa psychothérapie avec Wilhelm Reich qui considérait qu'il avait terminé son travail, comme il le déclare dans sa biographie, il avait la sensation qu'il y avait encore du travail à faire et que ses problèmes de personnalité n'étaient pas résolus. Et il a entamé un travail avec un collègue, à lui aussi élève de Reich et patient de Reich, et à 2, John Pierrakos, donc ils ont travaillé l'un avec l'autre et ils ont développé tous des exercices psychocorporels thérapeutiques, et ils ont en fait fondé l'analyse bioénergétique ensemble. Après, Pierrakos s'est séparé et n'ont pas poursuivi, et donc c'est Lowen qui est resté le fondateur de la méthode. Et donc c'est en pratiquant cet échange entre collègues qu'il a éprouvé ce besoin d'être dans ses jambes et qu'il a commencé à travailler debout et à porter son attention à ce qui se passe et à cette dimension tout à fait spécifique de l'être humain. Alors, qu'est-ce qu'il dans ce concept d'enracinement, il y a plusieurs, on va dire, dimensions à cette notion. Alors, la toute première dimension de l'enracinement, c'est le contact des pieds avec le sol. S'il fallait réduire cette notion à sa plus simple expression, on va dire que toucher le sol, être en contact avec le sol par les pieds, c'est la porte d'entrée de l'enracinement, et c'est l'enracinement à minima. Euh, je vais vous proposer peut-être assez directement, je pense que sur le thème comme l'enracinement, c'est important de faire des petites touches expérientielles pour que c'est tellement psychocorporel l'enracinement que voilà, je vais vous décrire les différentes dimensions de cet enracinement et vous allez comprendre à quel point c'est à la fois un concept qui a un aspect simple et un aspect extrêmement complexe. Alors donc ici, le contact avec le sol est, est la première voie d'entrée. Et si vous êtes en mesure de le faire, et s'il ne fait pas trop froid chez vous, je vous proposerais d'enlever vos chaussures et si possible vos chaussettes, au cas où, et de faire déjà une petite expérience de repérer qu'est-ce que ça change. D'abord, faire l'expérience qu'avoir les pieds nus ou en chaussettes directement sur le sol produit quelque chose transforme déjà la sensation, la sensation de notre corps. Alors ici, pour l'instant, on va rester assis, même si à un moment donné, Nathalie, on va se lever. Je vais vous proposer aussi des choses debout, bien sûr, ici. Déjà, rien que cet élément qui semble très peu, je ne sais pas si certains d'entre vous sentent une forme de transformation déjà dans la sensation du corps. Moi, je peux dire, je viens de le faire avec vous, que effectivement, en sentant le sol sous mes pieds de façon plus directe, c'est comme si, oui, je sens plus mon corps en fait. C'est comme si sa présence est plus forte à travers cette sensation du sol qui est légèrement fraîche, mais c'est du bois, c'est agréable. Et, oui, j'ai la sensation de sentir, en sentant la terre sous mes pieds, que ça me fait sentir mon corps. Vous n'êtes pas obligé de participer, d'exprimer les choses, mais si jamais vous pouvez dire comment, si ça a changé quelque chose dans votre sensation vous-même de cette Moi, ça me printemps. fait sentir plus la présence d'une base, en fait, et d'un soutien.
Un soutien, tu dirais quoi? Une Rester sur base une comme ça, base. oui. D'accord. Moi, d'être plus présente globalement Mmh. à la place où je suis, À la place où tu es, tu es présente. d'être là quoi, ouais. Mmh. OK. Mmh. Voilà. Voilà des sensations. Vous voyez qu'à partir d'un détail, l'enracinement, quand il est défaillant ou quand il, se redéploie, peut transformer totalement la sensation de soi. Alors, simplement avoir les pieds nus et en contact direct avec le sol sans le barrage de la chaussure fait déjà des changements, mais ces changements ne sont pas toujours radicaux. Je trouve ceci intéressant. Vous voyez directement, que le contact avec le sol, l'amplitude, et la qualité peut être, distordue, réduite à cause de crispations chroniques, hein. Nous savons en bioénergie, ça c'est vraiment la découverte de base de Reich et de Lowen, et de tous ceux qui travaillent psychocorporellement, c'est de savoir que des crispations chroniques, hem, affectent notre, nos postures, affectent, la façon de se bouger, la façon de ressentir son corps, la façon de respirer et donc transforment, notre rapport aux émotions, à la sensation de nous-mêmes et cetera. Et puis, vous voyez, cette image-ci illustre comment des crispations chroniques dans le pied même vont altérer le contact avec le sol. Alors le pied contient un nombre impressionnant de muscles et vous voyez qu'ils peuvent, être en eux-mêmes, très crispés. Donc vous voyez la première image, ce serait une empreinte de pied normale. Vous voyez que le poids repose, fort sur les coussinets qui sont juste en dessous des orteils, que les orteils touchent, le sol et qu'apparemment il y a un contact, un peu latéral. Alors un pied cambré, vous voyez que ça réduit déjà un petit peu, le contact au sol et puis vous voyez que le pied creux a carrément une zone qui ne touche pas du tout le sol et puis vous avez à l'inverse 2 empreintes de pieds qui ont un contact, anormalement large avec le sol. On va dire que ce sont les pieds plats, mais c'est un contact, dans lequel il va manquer la dynamique, de l'échange énergétique avec le sol. Parce que là, ça c'est la deuxième dimension de l'enracinement, c'est que on n'est pas simplement en contact, on sent le sol, il y a une proximité physique directe du contact, il y a un échange énergétique avec le sol. Et l'échange énergétique avec le sol veut dire que notre, nous qui sommes habités par une charge d'énergie, de vitalité, notre énergie à nous va vers le sol pour rencontrer, on va dire, l'énergie du sol qui vient vers nous. Donc à la fois, nous nous appuyons vers le sol et nous recevons un appui du sol, hein. C'est ce que tu disais Isabelle, toi tu as senti une forme de soutien. Dans le cas de figure des plantes de pied, des pieds, plats ou très affaissés, il y a un contact, on va dire, plus étendu, mais il n'y a pas de contact énergétique car le pied est affaissé. Il n'y a pas de dynamique, énergétique dans le pied. C'est comme si donc l'enracinement ne veut pas dire qu'on est lourd sur le sol et qu'être enraciné, c'est peser un maximum. Non, c'est différent. C'est un contact et un échange énergétique avec le sol.
C'est-à-dire que c'est une condition qui n'est pas rigide. Ça veut dire qu'on est en contact énergétique et ce contact et cette dynamique elle est fluide, elle peut bouger, si on a besoin de rééquilibrer, elle va s'adapter, et cetera. Donc on peut avoir un contact fort avec le sol, mais rigide. On se tient rigidement fixé au sol. Ce n'est pas ce n'est pas un bon enracinement. Et donc ce contact énergétique, il y a vraiment beaucoup d'aspects. Il y a le fait que on va vers le sol, notre corps se dirige énergétiquement vers le sol. Pour certaines personnes, heu, le fait d'aller vers le sol, c'est une expansion d'énergie. C'est comme aller vers l'autre dans la relation. Heu, Ça suppose que notre énergie se dirige vers l'extérieur de nous-mêmes et pour beaucoup de raisons, ce mouvement d'expansion d'énergie, peut être, hem, peut être, brisé ou peut être au contraire un mouvement de rétraction et ça suit normalement, enfin ce sont des séquelles et des conséquences du fait qu'il s'est passé quelque chose, qui a été mal ressenti, qui va faire que quand on éprouve heu, du danger, oui, l'énergie se rétracte, se retire des jambes, des bras, de la périphérie du corps pour aller vers le centre de l'organisme et du coup, on perd, on va dire, ce contact énergétique, avec le sol. Il y a une autre dimension de cette dynamique qui est que le sol nous soutient, donc il nous renvoie de l'énergie. Donc la terre est une masse, énorme, hein, et si on réfléchit à la gravité comme on la ressent en permanence et chroniquement, on n'a pas l'imp c'est comme si on n'a pas conscience de à quel point, la terre est une force qui produit la gravité en fait et qui participe à, notre station debout. En fait, quand on est debout, on est en on est en synergie avec cette force incroyable du sol, qui nous attire vers le bas et en même temps qui nous soutient dans la position debout. Clairement, pour certaines personnes, le support et l'énergie que donne le sol, est une expérience qu'ils ne font jamais parce que l'organisme, leurs pieds, leurs jambes sont tellement, crispées, rigides, qu'elles ne se laissent pas le support du sol ne va pas venir, à eux. Alors, un troisième aspect de donc ce que je viens de décrire, c'est un peu, le fait que vraiment corporellement, on va vers le sol, on va dire et on reçoit son support. C'est comme s'il y avait une rencontre là qui peut se faire ou pas et que souvent on va retrouver dans le sol, dans le rapport au sol, l'expression de d'une dimension très relationnelle parce qu'il s'agit de la même chose dans le rapport à autrui. Pour qu'il y ait un contact entre 2 personnes et un lien qui se crée, ben, il faut qu'une personne aille vers l'autre et se laisse recevoir l'énergie de l'autre pour que ça se rencontre. Et donc on va très souvent rencontrer dans, les difficultés, de contact énergétique avec le sol, des histoires relationnelles. Et je vais passer à une autre dimension de ce contact énergétique, c'est la notion de prise de terre. Un élément, heu, fondamental de ce contact énergétique avec le sol, c'est que le fait
C'est qu'il y a un processus similaire aux prises de terre en électricité dans les maisons. Vous savez que pour éviter la surcharge, d'un système électrique en cas d'orage ou en cas de problématique de surcharge, on installe des prises de terre dans les maisons, c'est-à-dire un fil qui relie vraiment, le système électrique à la terre. Pourquoi faire? Parce que si j'ai bien compris le principe, c'est que, à travers la prise de terre, qui est le terme je trouve, très joli, qu'on lui donne, le surplus d'énergie du système va être aspiré et englouti, on va dire, accueilli, pris, par la terre elle-même. Eh bien, ce processus se passe aussi pour nos organismes vivants. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu des choses de ce genre-là. Moi, je sais que ça m'est arrivé quand j'étais jeune, et que j'étais aux prises avec des très, très grosses, charges émotionnelles. Mais j'ai entendu, de mes patients qui m'expliquaient que parfois dans un moment très, très difficile, intuitivement, sans avoir réfléchi, ces personnes se sont par exemple, couchées sur le sol de tout leur long et éventuellement même couchées dans de l'herbe ou dans du sable, donc avec un contact direct avec la terre. Et moi je l'ai compris pour moi-même et pour d'autres, que c'est une recherche justement de cette prise de terre, qui est soit défaillante ou qui, quand on est, trop peu en contact avec le sol, n'est pas suffisante et que donc par moment on a besoin de sentir plus cet effet prise de terre. Si l'enracinement de ce point de vue-là est vraiment réduit, et défaillant, ça veut dire que quand il y a une stimulation, ici bien sûr notre domaine à nous, c'est l'affectivité, c'est les émotions, donc quand il y a une relation, quand il y a une stimulation forte et que notre système énergétique se charge, heu, si la prise de terre, n'existe pas, cette montée de charge, va être ressentie comme, très anxiogène, comme un danger et et donc va être ressentie comme, bien plus débordante et difficile à gérer que si, la prise de terre, pouvait fonctionner et était, présente par rapport à ça. Alors, il n'y a pas que les pieds qui peuvent faire une espèce de couche, qui empêche le contact avec le sol et ce rapport énergétique. Le défaut d'enracinement peut venir des jambes elles-mêmes et du fait que les et ce mouvement énergétique du corps vers le sol, être, soit, freiné par des jambes qui sont, on va dire, comme, un peu inertes, un peu c'est des conditions un peu similaires aux pieds affaissés ou plats, c'est-à-dire des jambes, très passives, qui font un effet de résistance et qui font que le mouvement énergétique vers le bas du corps, vers le sol, est bloqué ou des jambes extrêmement rigides, crispées, très, très, très crispées. Alors, nous avons une technique en biologie pour pour améliorer cette condition de défaut d'enracinement. Une des Un des exercices, de bioénergie que vous voyez illustré ici par ce dessin, consiste à se mettre dans cette position où le haut du corps est penché, vers l'avant, vers le sol, les épaules relâchées
et cette position produit un étirement dans toute la chaîne postérieure des jambes pour pour les faire, pour réduire, les crispations chroniques. Donc des étirements est une des stratégies corporelles qu'on peut utiliser pour réduire des crispations chroniques. Des crispations musculaires donc qui ne sont pas nécessaires pour le mouvement qui se fait là, mais qui sont installées chroniquement dans le corps et qu'on veut réduire. Donc faire étirer la musculature crispée chroniquement, c'est une chose, et puis faire vibrer les jambes est une autre stratégie qui aussi peut faire réduire l'état de crispation chronique et ramener de la circulation énergétique dans le bas du corps, vers le sol, à travers les pieds. Je me demandais en fait, quelqu'un qui a des impatiences dans les jambes, en fait, j'ai une patiente comme ça que j'ai vue il y a pas longtemps, elle a des impatiences et donc je lui ai fait faire l'arc inversé, mais je me suis demandé si c'était adapté ou pas en fait. Ah oui, 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 c'est une très bonne idée parce que les spasmes et les jambes impatientes, dont tu parles, en fait, ce sont des c'est le fait de personnes qui ont effectivement des jambes très, très crispées, mais qui sont crispées parce qu'elles bloquent un mouvement énergétique et un mouvement émotionnel. Certaines émotions, s'expriment par des mouvements dans le bas du corps, en particulier des mouvements, vous savez que la sexualité, se vit dans le bas du corps et l'agressivité aussi, bon, et donner des coups de pied, extérioriser ou décharger de l'agressivité par le bas du corps est une fonction très, très importante. Tous les êtres humains passent et vivent des choses de ce genre-là, mais si ces mouvements-là ont été bloqués, ça crée du spasme dans le corps. Et je viens de relire, pour présenter ce webinaire, l'article de Guy Tonella qui présente la théorie de Wallon, c'est Henri Wallon, je ne sais plus son prénom, j'irai le rechercher, qui est en fait, c'est Henri Wallon, Nathalie, qui est en fait on pourrait dire l'homme qui a posé les bases pour l'approche de la psychomotricité. La psychomotricité qui, en fait dit déjà à quel point nous sommes psychocorporels, donc comment la motricité est à la base du psychisme et comment elle va imprégner la construction psychique de tous les êtres humains. Donc le fait de bouger, et il décrit finement que pour lui, les spasmes qu'il connaît, en travaillant avec des enfants certainement, que c'est une condition qu'on rencontre souvent, serait justement le fait que, comme un entre-deux, si tu veux, l'impulsion a déjà parti, mais elle peut pas aboutir, donc ça crée un spasme. Et donc effectivement, grâce à l'arc inversé, il y aurait moyen de travailler pour aider une personne qui a ce genre de conditions-là. Et donc les jambes impatientes, c'est le fait chez certaines personnes que ces tensions et ces spasmes sont très présents et s'expriment de façon involontaire la nuit quand le contrôle conscient est diminué. Alors Lowen décrit que pour lui, donc il a recours très souvent à cette position qu'il appelle l'arc et qui est aussi une position qu'il utilise pour l'enracinement, pour développer vraiment l'enracinement. Et je suis partie sur une nouvelle voie. Parce que c'est une position qui met le corps en grosse tension et pour trouver l'équilibre dans cet arc, on est un peu obligé d'aller se reconnecter au sol. Et alors, le fait d'avancer le bassin
permet d'étirer un peu les psoas, le muscle psoas, qui eux sont dans le fond du ventre. Ce qui m'amène à nommer un autre aspect de l'enracinement, qui est le fait d'être non seulement en contact avec le sol, avec un mouvement énergétique dans les jambes qui va vers le sol, mais aussi en étant en contact avec le centre de gravité du corps qui est le bas du ventre. Et les psoas sont ces muscles qui sont dans le bas du ventre, qui s'insèrent dans les jambes, dans le haut des jambes, et donc cette position étire les psoas. Et les psoas sont les muscles qui se mettent instinctivement en, en action pour soit s'enrouler si on a besoin de se protéger en cas de danger, soit pour s'encourir pour fuir du danger. Et donc ces muscles psoas sont souvent très crispés chroniquement et réduisent le fait d'être dans son centre de gravité. Donc ça c'est le quatrième aspect, je pense, de la notion même d'enracinement, qui est d'être relié au bas du corps, mais aussi avec le plancher pelvien, le bassin et le bas-ventre. Alors cette notion d'enracinement et d'être dans le ventre, ben certains d'entre vous connaissent peut-être les pratiques orientales et le concept du hara. Donc dans ces pratiques chinoises et autres, on considère qu'effectivement le centre de gravité est dans le fond du ventre et qu'on considère en général que les Occidentaux sont trop haut perchés par rapport à leur ventre. Et ce qui est le cas, effectivement, de manière très, très, très générale. Notre culture occidentale a tendance à considérer le bas du corps comme le côté plus animal. C'est vrai qu'il s'y déroule la sexualité et les fonctions, on va dire, anales et urinaires, qui sont en général considérées comme des fonctions basses, on va dire, par rapport à autres fonctions intellectuelles et autres, ou créatives de l'humain. Et donc, nous souffrons depuis de nombreuses générations, et nous avons les conséquences d'une culture qui disqualifie cette partie-là du corps. À moins d'être un très grand sportif et de savoir courir très vite, le bas du corps est en général considéré une zone dont il faut s'éloigner. Et donc être dans le bas de son corps et en contact avec l'abdomen et le hara, on va dire, est une problématique de tous les occidentaux que nous sommes. Alors, je vais vous proposer ici une petite expérience pour faire. Alors, ici, je vais vous proposer de vous mettre debout. Pas le faire avec vous, je vais vous diriger. Si vous voulez bien, si vous avez toujours vos chaussettes ou les pieds nus, c'est mieux, c'est très bien. Alors, je vais vous proposer donc d'être simplement debout et puis de fléchir vos genoux. Alors, vous les fléchissez, mais attention, pas trop. Si vous descendez trop bas dans vos genoux, la position debout va devenir éventuellement difficile parce que vous allez devoir tenir par les cuisses. Mais je ne sais pas si certains d'entre vous pratiquent du tai chi ou d'autres pratiques orientales. Vous savez que toutes ces pratiques, les arts martiaux, se font genoux même assez fléchis, justement dans le sens pour développer cette force et cette force qui vient du fait d'être ancré dans le bassin, dans l'abdomen, dans le bas du corps. Alors déjà, donc ne le faites ici, on ne va pas faire de l'art martial, on va déjà toucher un peu à ça, à descendre dans la gravité, donc en fléchissant légèrement les genoux. Et déjà,
ce simple changement-là dans le corps peut donner la sensation qu'on est un peu plus proche du sol, qu'on est moins haut perché. Alors, descendez fléchissez les genoux, remontez quelques fois jusqu'à ce que vous sentiez quel est l'endroit pour vous qui est confortable et qui vous donne cette sensation d'être plus proche du sol tout en étant confortable dans vos jambes. Il faut le faire quelques fois. Éventuellement, vous pouvez descendre assez bas, remonter, alors ne restez pas, redescendez. Puis une fois que vous l'avez trouvé, un autre élément d'enracinement, donc c'est d'avoir les genoux fléchis, qui nous ramènent plus bas du sol. Et puis maintenant, pour être plus en contact avec votre base intérieure et la base de votre corps, qui donc est ressentie comme le plancher pelvien, le fond du bassin et du ventre, mettez vos mains sur l'abdomen, disons pas au-dessus du nombril, soit sur le nombril ou un petit peu en dessous. Le hara est situé, j'ai même lu que c'était quelques centimètres juste en dessous du nombril. Donc déjà, sentir vos mains euh, sur cet endroit-là doit sans doute avoir déjà fait un effet au niveau de votre ressenti. Maintenant, pour vous aider à intérieurement être plus proche de votre bas-ventre, je vais vous proposer de le relâcher, de faire vraiment l'effort de avoir l'impression intérieurement, c'est très 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 mal ressenti chez nous, hein. Relâcher le ventre est toujours ressenti comme quelque chose de négatif, alors qu'en fait, et donc tous les efforts inconscients que nous faisons pour ne pas relâcher le ventre nous éloignent en fait de notre force, du hara, et de notre centre énergétique et notre centre de gravité. Donc, alors une façon de faire pour relâcher le ventre, c'est à l'inspire de le relâcher d'une façon telle qu'il repousse vos mains légèrement. Moi, je le fais assise et j'imagine que vous sentez que ça a un effet sur votre respiration et effectivement, être enraciné et respirer, ce sont 2 choses, avoir une respiration, profonde, qui vont ensemble. Tout ce qui empêche l'enracinement, pardon, heu, réduit en général notre respiration parce que la respiration, elle démarre dans le fond du ventre. Elle implique un mouvement même du bassin. Alors vous pouvez faire ce petit mouvement de bassin volontairement pour, peut-être que ça va déclencher des vibrations ou un mouvement involontaire. Alors au moment de l'inspire, vous arquez légèrement le bas du dos et à l'expire, vous le courbez dans l'autre sens. Vous le désarquez, mais essayez de le faire, hem, par, votre plancher pelvien. N'essayez pas de bouger les bassins par les hanches. Faites plutôt bouger, alors on va dire, imaginez que vous auriez une queue au niveau du sacrum, voilà. À l'inspire, vous levez un peu la queue, à l'expire, vous la rentrez. Donc c'est une image qui peut vous faire bouger le bassin par le bas. Et puis vous faites ça quelques fois, peut-être que un petit mouvement involontaire va se produire. Mmh.
professeurs d'arts martiaux et les orientaux qui, travaillent dans, le fait de décupler sa force et d'utiliser sa force, savent qu'on acquiert beaucoup plus de puissance dans des exercices, de force quand on fait ces gestes à partir du hara, à partir du ventre. Si on fait par exemple un geste de bras, le tir à l'arc ou, des lances ou du lancer, si on le fait en étant coupé de cette force du fond du ventre, on va avoir moins de puissance. Le secret de la puissance est d'être, relié au hara. Quelque chose des données, on va dire, d'aujourd'hui, qui confirme, on va dire, l'importance fondamentale de ce qui se passe dans le ventre pour notre, santé, physique et psychique et émotionnelle, mmh, et qui confirme effectivement, ce point de vue, des orientaux pardon, que le ventre est un lieu, le centre de gravité, non seulement physiologique, mais on va dire, émotionnel, psychique, du vivant, que c'est de son ventre qu'on tire sa force, et qu'il est central, eh bien, l'auteur de cette, approche, enfin de cette découverte, on va dire plutôt, donc ce n'est pas un psychothérapeute, il ne vient pas de ce monde-là, Michael Gerson, et qui a effectivement écrit un livre qui s'appelle Notre deuxième cerveau, le ventre, et l'intestin en particulier, qui est dans le ventre, fonctionne, comme un cerveau. Il a beaucoup d'aspects presque d'un système nerveux, spécifique qu'il appelle le système nerveux entérique. Alors il y situe, un centre émotionnel, le centre de la mémoire émotionnelle, et parmi les informations, qu'il donne, de ses recherches, certains neurotransmetteurs fondamentaux pour l'équilibre psychique et émotionnel de l'être humain sont produits, sont sécrétés dans l'intestin, en particulier la sérotonine. 90 de la sérotonine qui est réputée être, la l'hormone nécessaire, pour être, d'une humeur, positive, on va dire, et en tous les cas, dont les problématiques de dépression, seraient causées par une déprivation en sérotonine, en tous les cas, eh bien sont, produites au niveau de l'intestin et du ventre. Donc, quand tu dis, Nathalie, un ventre crispé, serré, il n'y a pas que les muscles qui vont se crisper, il y a aussi, l'intestin lui-même, la digestion, et cetera, comment ça s'appelle? Les microbiotes, qui sont évidemment influencés. Toutes ces connaissances maintenant, sont très, très importantes, et vous savez aussi que la façon de manger peut évidemment aussi avoir son importance dans un certain équilibre. Maintenant, sans doute que la nourriture ne va pas tout faire, mais elle a une importance bien plus grande que ce qu'on a cru pendant longtemps. Donc ça date déjà d'un bon moment. Arte a fait, une émission, qui date déjà d'il y a quelques années, sur le ventre, notre deuxième cerveau, et qui c'est un documentaire qui explique en long et en large, comment, heu, ce ce 2 cerveau, peut-être est la matrice de base qui influence le cerveau du haut. Il y a évidemment une multitude d'exercices de bioénergie, hein, quand je disais que oui, peut-être que je n'ai pas parlé de la question de la décharge par le bas, c'est-à-dire, si, si, j'en ai parlé. J'ai parlé de l'expression agressive, du fait de pouvoir décharger émotionnellement, les surcharges. On peut décharger par le haut du corps, par des cris, par des mouvements de haut du corps, mais aussi par le bas. Mais j'en ai parlé. Je pense qu'on gagnerait
à adopter certaines pratiques, de culture, ancestrale, qui font, des danses dans lesquelles ils tapent beaucoup des pieds, et qui apprennent d'ailleurs à bouger à partir des jambes plutôt que faire des mouvements en les commandant, du poste de contrôle là en haut, qui décide de faire des mouvements. Moi, je pratique une danse dans laquelle, on nous apprend progressivement, ça m'a mis des années, mais ça s'est produit un jour que le mouvement de danse, dirigé par les pieds et les jambes, était, orienté par le bas et pas par le haut. C'est une transformation qui prend du temps, mais certaines pratiques, comme celle de danser, je pense, je sais pas si vous avez remarqué à quel point les pratiques de danse, ancestrales, sont toutes, dominées par du rythme et par, des mouvements de jambes, de pieds, sur le sol, parfois pendant des heures, ce qui produit des états de transe parfois et c'est pas pour rien que, je dirais, instinctivement, toutes ces cultures, font ce genre de pratique, hein. C'est c'est ressenti comme une nécessité d'aller cultiver, on va dire, ce lien avec le sol, avec le bas du corps et toute cette énergie qu'on gagne grâce à cette pratique. Bon, ben, je vais vous saluer tous, hein, si vous pouvez me faire un petit signe, je me sentirai un petit peu Merci, bonne soirée. Salut, Merci à vous, en merci bonne contact soirée. Violaine. avec vous, hein. Bonne soirée à Ciao, tous. ciao. Ciao Ciao. Isabelle. Ciao Salut. Au revoir. Roland, Nathalie. Salut, salut. Ciao, ciao. Ouais.